coup de pression de Washington sur l'Ukraine. Nous sommes à un moment charnière. Voilà l'avertissement lancé par les États-Unis à l'Ukraine. Sous-entendu, c'est maintenant que vous devez relancer l'offensive. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut agir parce que demain, peut-être que l'Occident n'aura plus la même volonté de vous aider de la même manière. C'est maintenant qu'il faut agir parce que c'est maintenant qu'il y a une opportunité avant peut-être le 24 février, avant peut-être le printemps et ce qui peut se passer ensuite. C'est maintenant qu'il faut montrer à tout le monde que vous pouvez agir. Alors, voyons d'abord le détail. Pourquoi cette alerte? Quels mots précisément ont été utilisés? Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, l'OTAN s'est également exprimé, Stoltenberg. On va d'abord voir ce qu'a déclaré Stoltenberg, mais tout va dans le sens d'une dramatisation des enjeux en ce qui concerne les jours, les moments qui viennent. Effectivement, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'exprime en marge d'une réunion du comité militaire. En clair, c'est une réunion des chefs d'état-major des pays de l'Alliance. Il est interrogé par des journalistes et à la question « Pensez-vous que la Russie a lancé sa nouvelle offensive ?» Voilà ce qu'il répond. I think the reality is that we have seen the start already. Because we've seen what Russia does now, President Putin do now, is to send in thousands of more troops, accepting a very high rate of casualty, taking big losses, but putting pressure on the Ukrainians. And what Russia lacks in quality, they try to compensate in quantity. En clair, il confirme à son tour le constat que l'on faisait la semaine dernière. Oui, la nouvelle offensive russe est bien là. Les Russes poussent partout. Ils sont à l'initiative avec plus d'hommes et plus d'artillerie quand les Ukrainiens sont sur le reculoir. Et les Américains soulignent donc, à leur manière et avec leurs mots, l'importance de ce moment qu'ils jugent critique. Oui, les mots pèsent lourd. La déclaration se veut solennelle. Dans ce papier du Washington Post, on apprend que les États-Unis avertissent l'Ukraine qu'elle est confrontée à un moment charnière de la guerre, pivotal moment en anglais. Alors qui le dit? Eh bien notamment 3 hauts responsables américains qui se sont entretenus avec les autorités ukrainiennes récemment. John Feiner, conseiller à la sécurité nationale, Wendy Sherman, secrétaire d'État adjointe, et Colin Kahl, sous-secrétaire à la défense. Alors, que signifie cette formule, un moment charnière? Eh bien, dans leur esprit, c'est une sorte de coup de pression sur l'Ukraine. C'est le moment ou jamais pour les États-Unis que l'Ukraine prouve qu'elle peut mener une contre-offensive pour récupérer les territoires perdus. Justement, car la grande offensive russe ne fait que commencer et qu'elle va prendre de l'ampleur pour eux dans les semaines qui viennent, autour du 24 février dans un premier temps, puis avec le printemps dans un second temps. En quelque sorte, c'est donc maintenant ou jamais, avec en filigrane l'idée que le soutien inconditionnel de l'Occident ne sera peut-être pas éternel. Aux États-Unis, on pense bien sûr au rééquilibrage des forces politiques au Congrès. Nous continuerons à essayer de leur faire comprendre que nous ne pouvons pas faire tout et n'importe quoi éternellement. Voilà ce qu'a déclaré un haut responsable de l'administration Biden en faisant référence aux dirigeants ukrainiens et aux armes, évidemment. Merci Justine. Vera, d'abord votre analyse. Comment recevez-vous ce coup de pression américain? À mon avis, c'est bien évident qu'un moment important se prépare. S'il sera décisif ou non, ça on verra. Parce que cette guerre, elle peut encore durer longtemps. On sait que les Ukrainiens sont déterminés de récupérer leur intégrité territoriale, de retourner leur terre. Donc, ce n'est pas les Américains aussi, dans ce sens, qui décident au lieu des Ukrainiens comment ils vont continuer, s'ils vont continuer, et jusqu'à quel point ils vont continuer cette guerre. Donc, tout d'abord, c'est ça. Après, on voit, il y a plusieurs sources qui confirment que le Kremlin prépare effectivement une offensive, même il y a des sources qui disent... Qui a déjà commencé. Exactement, qu'elle a déjà commencé. Il y avait des tentatives qui, pour l'instant, ont échoué.
échoué, donc de grandes offensives. Mais effectivement, il y a plusieurs sources qui disent que, par exemple, il y a une base militaire à Voronezh, qui est à 500 km de Donetsk, qui est en train d'être préparée pour l'offensive, parce que les premières offensives de février 2022, ils ont utilisé beaucoup cette base militaire. Donc, ils sont en train de la relancer, cette base militaire. Ils amassent les troupes vers cette frontière avec l'Ukraine. Il y a beaucoup de mobilisés russes qui enregistrent maintenant des vidéos en racontant qu'ils sont forcés d'aller aux lignes de front, qu'ils n'ont pas d'équipement, comme d'habitude, les mêmes plantes qu'on a déjà vues. Donc, il y a plusieurs sources qui montrent qu'effectivement, Poutine prépare une grande offensive dont il a besoin. Il a besoin de quelques résultats vers la première année de cette guerre. Parce que bientôt, dans une semaine, il devra quand même expliquer quels étaient les objectifs finalement, quel est le résultat, qu'est-ce qui a été fait, pourquoi il n'y a pas de résultat impressionnant. Parce que si on regarde sur le terrain, donc l'oblast de Lugansk, elle était occupée déjà presque à 99%, donc c'est un objectif qui est atteint pour le Kremlin, mais la région de Donbass est occupée pour 57%. Donc, c'est que moitié. Et bien sûr que, vu que Poutine a déclaré ces régions indépendantes en février 2022, après il les a annexées en septembre 2022, il ne contrôle pas ces territoires. Donc, les objectifs les plus proches, les plus, je dirais, importantes pour lui, c'est de récupérer le Donbass entièrement. Donc, il doit faire tout pour le faire. Alors, on comprend bien que cette relance de l'offensive a commencé, puis qu'elle va monter en puissance, c'est ce que vous nous expliquez. Mais ce qui peut surprendre, Pierre, c'est que jusqu'à présent, là, on voit ce qu'on commentait hier, c'est-à-dire la façon dont l'armée russe a lancé, via Wagner, des vagues d'hommes pour tenter de prendre Bakhmout, pour tenter d'avancer un peu partout sur cette guerre, sur ce front du Donbass, quitte à les sacrifier, et que d'une certaine manière, elle fait ça aussi avec ses chars, avec son matériel, et qu'elle le fait souvent de façon désordonnée. Et là, on a vu hier, dans le détail, comment la Russie pouvait sacrifier des dizaines et des dizaines de chars en les envoyant au casse-pipe d'une certaine manière, sans coordination, à découvert, de façon agglomérée, alors que théoriquement, il y a de l'espace. On ne va pas revenir là-dessus, mais ce qui étonne, c'est que jusqu'à présent, on avait l'impression que c'était les Ukrainiens qui étaient les plus volontaires pour mener cette guerre, et que d'une certaine manière, l'Occident incrédule suivait. Là, on a le sentiment que ce sont les États-Unis qui disent « allons-y, allez-y, il faut y aller, parce que après, ce sera peut-être trop tard ». Est-ce que c'est le sentiment que vous avez ? Écoutez, pour vous dire franchement les choses, je trouve ces déclarations américaines d'une grande débilité, d'une grande sottise. Au moins, c'est clair. Voilà. Grande débilité sur le fond, parce que vous imaginez bien que dire aux Ukrainiens « Allez les petits gars, c'est maintenant », ça me rappelle les caricatures pendant la guerre de 14-18 sur l'arrière en France, avec ces discussions de troquets en disant « Mais qu'est-ce qu'ils font ? Il faut y aller, il faut attaquer, etc. » Enfin, la guerre, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas parce que vous avez trois gars sans grande responsabilité qui font des déclarations que tout d'un coup, le haut état-major ukrainien va se dire « Ah mais bon sang, c'est bien sûr, les Américains ont raison, l'offensive, c'est maintenant. » Donc, je trouve ça débile sur le fond en termes militaires. Et en termes de communication, sachant que le conflit auquel on a affaire, on l'a dit 1000 fois sur ce plateau, la communication, la guerre informationnelle, la guerre psychologique, c'est une donnée très importante. Chaque fois qu'on sort des trucs comme ça, comment Poutine reçoit ça ? Il dit, mais j'ai bien raison de continuer ma tactique. Ce sont des mauviettes en face. Je les aurai à l'usure et je vais continuer. Donc je trouve ça consternant. Quelle est la situation ? La situation, c'est que sur à peu près 700 km de front, vous l'avez abordé ces derniers jours, les Russes poussent. Ils poussent en déversant des hommes, du matériel, etc. Et d'une certaine façon, vous avez un parallèle entre la tactique qui a été adoptée contre les cibles civiles et énergétiques, c'est on tape, on cogne, et il y a un moment où il y aura un point de rupture chez les civils ukrainiens qui diront à Zelensky « stop ». Donc, ils font ça. Sur le plan militaire, ils font la même chose. C'est de la tactique de bourrin, mais ils y vont, ils ont le matériel, ils ont les hommes. Vous savez que sur les premières lignes, ils envoient, vous l'avez commenté, des combattants à qui on ne donne pas de casque. Comme de toute façon, ils vont mourir, il ne faut pas gâcher du matériel.
Donc c'est documenté par les Ukrainiens. Autre documentation très intéressante, c'est que les Ukrainiens sont très surpris de voir les comportements des militaires russes qui sont envoyés. Ils se demandent s'ils ne sont pas drogués ou ivres, parce qu'ils n'ont pas, sous le feu, tout ça étant filmé par les drones d'observation, ils n'ont pas le comportement de combattants normaux qui, quand ils sont pris sous le feu, vont chercher un trou pour se planquer, etc. Ils ont des comportements assez irrationnels. Donc le bilan que je fais, c'est que jusqu'à présent, les Ukrainiens tiennent très solidement, et finalement Bakhmout, qui n'a pas la grande importance, vous l'avez abordé souvent, mais sur laquelle ça fait 6 mois. On a commenté ici, on avait donné l'information avec Catherine. Prigojine avait dit il y a 6 mois à Poutine, je vais mettre 5000 mecs, 5000 gars, 5000 de mes gars, ceux qui sont sortis de prison, les violeurs d'enfants, les tueurs, etc. Tu mets-moi de l'artillerie et je te prends Bakhmout en 15 jours. On y est encore. Les pertes russes, vous l'avez commenté, en matériel, en hommes, c'est considérable. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand on étudie les guerres du passé, la défensive, ça fait partie de la guerre. Et qui dit que, rappelez-vous, l'offensive ukrainienne sur Kharkiv, qui a défoncé les lignes russes, Izium, Liman, on n'a rien vu, heureusement, parce que les Ukrainiens... En quelques jours, on a été sur... Bon. Donc, si vous voulez, tous ces commentateurs qui gênent la manœuvre et qui gênent les Ukrainiens, il faut les foutre au rencard. Et dernier point... Mais vous nous avez beaucoup manqué. Bon, par votre liberté. On rentre en grande franchise. Voilà, ça nous fait plaisir. Dernier point, il y a des tas de choses qu'on ignore. Est-ce que les Russes préparent une attaque par la Biélorussie, une attaque diversion, à partir des soldats qui ont été formés ces derniers mois dans des camps d'entraînement en Biélorussie? Est-ce qu'il peut y avoir une sophistication? Ça vous inquiète? Ça complexifie. Ça peut justifier le fait que les Ukrainiens se lancent pas n'importe comment dans des offensives de grand style. Ils essayent peut-être... Pour pas qu'ils dégarnissent le front nord. Complètement, etc. Donc c'est subtil. Donc vraiment, ces commentateurs à 2 balles qui restent chez eux, il faut garder la tête froide. Et je ne comprends pas que parfois des officiels ou Biden ou même des chefs d'état-major américaines sortent ces déclarations-là. Ils peuvent le dire, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Zelensky est venu aux États-Unis, il y a les moyens de communication, ils peuvent dire ce qu'ils racontent, ce qu'ils veulent. Mais dans la guerre informationnelle, ce type de profil... Moi, je les fusillerai sur le front. Alors, il ne faut pas exclure que nos confrères du Washington Post aient surinterprété les déclarations, les indiscrétions qui leur ont été faites. C'est vrai que tout à l'heure, on a entendu Lloyd Austin, le ministre de la Défense américain, à la sortie d'une réunion des ministres de la Défense, il y avait Reznikov d'ailleurs, des ministres de la Défense occidentaux et du ministre de la Défense ukrainien, et ce n'était pas tout à fait cette tonalité, c'était « nous serons derrière vous, quoi qu'il arrive », y compris dans des mois et des mois. Mais là, le Washington Post nous dit, voilà, c'est l'avertissement lancé par les États-Unis à l'Ukraine. Comment vous l'analysez? Non, vous avez raison, David. Ne surinterprétons pas ça. 2 choses. Les Ukrainiens sont en train, eux aussi, de préparer une offensive, clairement. On ne sait ni où, ni quand, ni comment. Ça fait partie des secrets de la guerre. Mais ils sont en train de le faire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Reste à savoir quand et comment ils pourront la déclencher, parce qu'ils n'ont pas encore, d'après ce qu'on comprend, le matériel suffisant pour déclencher cette offensive. Donc il y a des pressions dans ce sens-là. Après, sur les États-Unis, ce que jouent les États-Unis dans cette affaire, c'est leur crédibilité auprès de leurs alliés. Il faut imaginer le scénario où les États-Unis lâcheraient l'Ukraine. Ça veut dire qu'immédiatement, tous les alliés des États-Unis en Europe, la Pologne, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, mais aussi, et on en revient au sujet précédent, en Asie, les Coréens du Sud, les Japonais, les Philippins, les Taïwanais, tout le monde se dirait, les Australiens, tout le monde se dirait, les Américains, on ne peut pas compter sur eux. Donc ce serait un effondrement géopolitique de l'Amérique comme on n'en a pas connu depuis peut-être même pas la guerre du Vietnam, peut-être avant la guerre du Vietnam. Donc, vu de Washington, même si l'Ukraine n'est pas encore, répétons-le, leur dossier essentiel, c'est la Chine, ils ne lâcheront pas l'Ukraine pour des raisons de crédibilité. Ils ont le leadership international, ils veulent garder le leadership international. Le prix à payer pour conserver le leadership international, c'est de soutenir l'Ukraine. Voilà. Ils ne lâcheront pas l'Ukraine, mais quand on lit cette déclaration aux responsables de l'administration, c'est ce qu'indiquent nos confrères du Washington Post,
nous continuerons d'essayer de leur faire comprendre aux Ukrainiens que nous ne pouvons pas faire tout et n'importe C'est quoi vrai. éternellement. Sous-entendu, dépêchez-vous, encore une fois, c'est le moment. Oui. Donc, Et le moment quand? Le moment dans 15 jours, dans 2 mois, à l'été? Les Ukrainiens préparent une offensive. Il ne faut pas se tromper là-dessus. On a vu récemment des gens de l'OTAN. Clairement, ils ne savent pas comment ni quand, mais tout le monde sait que les Ukrainiens vont faire une offensive. Le ministre de la Défense, qui a vu son homologue ukrainien il y a peu de temps, l'a dit publiquement. Il a dit, voilà, il prépare des choses. Donc ça va avoir lieu. Donc, on ne peut pas exclure qu'il y ait des discussions un peu serrées entre les Ukrainiens et les Américains, parce que même si les Ukrainiens dépendent beaucoup des Américains, ils ont leur propre autonomie parce qu'ils n'obéissent pas au doigt et à l'œil à ce que décide Washington. Ils sont un peu dans le même rapport avec Washington que les Israéliens sont avec les États-Unis. Ils dépendent des États-Unis, mais ils gardent une véritable autonomie de décision. simplement d'un mot, Ouais. est-ce que vous confirmez, vous reprendriez à votre compte ce mot de moment charnière? Parce que vous savez ce que c'est, et les médias pêchent souvent dans cet exercice. Tous les moments sont des moments charnières. Oui. Toutes les époques sont des époques charnières. Chaque fait de guerre est un tournant. Donc on a toujours tendance à avoir des moments charnières partout et n'importe quand. Là, est-ce que c'est Non, effectivement moi, le cas? Je pense que le mot charnière n'est pas juste. Nous sommes dans un moment avant 2 offensives. Ces offensives vont être déterminantes. Le résultat de ces Mais on est offensives déjà va dans être- une Alors, offensive. on en est même déjà. temps, Moi, Jean-Dominique. c'est mon analyse. Pour moi, l'offensive russe a déjà commencé. Manifestement, il ne perce pas, pour l'instant. Il pousse, mais il ne perce pas. L'offensive ukrainienne, elle, n'a pas commencé. On va voir comment ces offensives se développent pendant quelques semaines, peut-être quelques mois, mais pas plus, parce qu'ils n'auront pas la capacité de durer pendant plusieurs mois sur des offensives comme ça. Si l'un des 2 camps réussit son offensive, ça va changer la donne politique. Si les 2 échouent, ça va aussi changer la donne politique. C'est-à-dire que là, ils vont se dire, on est stabilisé, mais le moment charnière, il interviendra après les 2 offensives. Catherine, vous parleriez de moment charnière aujourd'hui? Mais moi, surtout, ce que je pense, c'est que si c'est le Washington Post qui publie l'information, c'est, comme on dit chez les Américains, c'est de la bouche du cheval. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, c'est vrai que les Américains mettent actuellement la pression sur l'Ukraine pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'effectivement, ils ne veulent pas que cette guerre dure des années, parce qu'on voit déjà les limites. Ils font de plus en plus sortir les informations, les Américains, qu'on n'a pas suffisamment de munitions, que les chars Abrams, on ne va pas pouvoir les donner tout de suite, que les F-16, il n'en est pas question. Enfin, tout ce que demandent, en fait, depuis ces derniers temps les Ukrainiens, c'est un peu une fin de non-recevoir. Enfin, ça prend un peu plus de temps Voilà. que ce qu'ils souhaiteraient. Mais alors qu'on sait que les Ukrainiens, eux, disent qu'il faut tout ça maintenant. Donc, Mais les patriotes arrivent, oui, les mais missiles les chars, franco-italiens arrivent. les chars, les avions et tout ça. Les chars, ils ont dit oui, mais pas avant un an. Et puis les avions, il n'en est pas question. Donc on a un peu l'impression qu'effectivement, les Américains ont décidé, eux, que c'était un moment charnière, qu'il fallait mettre la pression sur les Ukrainiens pour qu'ils réussissent au moins une victoire, parce que le jour où il va falloir négocier, et je pense que c'est ce à quoi pensent déjà les Américains, il ne faudrait pas qu'entre-temps les Ukrainiens se soient fait justement défoncer par cette offensive russe et qu'ils soient vraiment en position de faiblesse. Donc c'est pour ça que les Américains doivent encourager les Ukrainiens à l'heure actuelle à se lancer dans une offensive pour au moins marquer des points et être en position de force le jour où ils se retrouveront éventuellement à une table de négociation avec les Russes. Et puis, dernier élément, c'est effectivement la Chine. C'est-à-dire que les Américains sont convaincus qu'ils ne pourront pas rester éternellement sur ce conflit ukrainien et qu'ils doivent absolument se consacrer à la Chine.